Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour Niwod Soir sur Niwod. Info en nouvelle escalade de la violence en Cisjordanie occupée. Ces derniers jours, les forces de sécurité israéliennes ont tiré des gaz lacrymogènes sur des Palestiniens qui, eux, jetaient des pierres lors de nouvelles manifestations dans la ville de Beitar contre une marche de colons exigeant une expansion de la colonie juive des Vietars. Mamadou Diouf, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décrypter ensemble cette actualité. Bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste. Alors, depuis le début de cette année, les morts se multiplient dans les deux rangs, israéliens comme palestiniens. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette nouvelle flambée de violence? Tout à fait, cette année 2023 commence très mal au niveau du conflit israélo-palestinien puisque on est déjà à 98 morts côté palestinien, 18 côté israélien. Alors qu'on n'est pas encore sorti du mois d'avril. Le premier trimestre du mois? Oui, pour un trimestre, c'est déjà beaucoup, puisque l'année passée, il y a eu 200 morts parmi les Palestiniens et 26 parmi les Israéliens pendant toute une année. Ça montre que sur un trimestre, on est déjà allé très loin. Mais ça se comprend quand on regarde qui est encore le premier ministre d'Israël, c'est Netanyahou. Tout le monde connaît sa position par rapport au problème palestinien. Mais le pire, c'est que cette fois-ci, il s'est mis aussi bien avec l'extrême droite que les ultra-religieux orthodoxes. Et en mettant ces deux groupes dans son gouvernement, mais c'était clair qu'on était parti pour des problèmes, puisque vous en avez parmi eux qui ne reconnaissent même pas l'existence de l'État palestinien, qui considèrent que les Palestiniens n'ont rien à faire ici. C'est un espace qui appartient à Israël, le grand Israël, comme ils le disent, mais ça ne pouvait produire que cela. L'autre élément, c'est la provocation. Mais quand on nomme quelqu'un comme Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité publique, quelqu'un qu'on connaît pour son extrémisme, mais c'est clair qu'on aura des problèmes. Ce ministre, lors d'une des manifestations, puisque vous avez parlé d'une manifestation dans une colonie, dans une autre colonie, qui est une colonie sauvage, puisque c'est comme cela qu'on l'appelle quand Israël ne reconnaît pas la colonie, le ministre est allé participer avec ses colons sauvages à une manifestation pour la légalisation de la colonie. Mais comment celui-là va pouvoir être un interlocuteur devant les Palestiniens, sans compter ce qui s'est passé récemment à Jénine, où ils ont fait une opération musclée. Des militaires sont venus intervenir à l'intérieur de Jénine. Ils se sont d'abord habillés en boubou comme tout le monde, ils avaient leurs armes et tout. À un certain moment, ils ont fait une opération qui a fait 10 morts. On est allé bombarder avec des grenades lacrymogènes et des tirs avec des balles à blanc à l'intérieur de la mosquée des Palestiniens qui, pendant le mois de Ramadan, voulaient rester dans la mosquée, ce qui est une tradition musulmane. Si vous allez dans les mosquées du Togo actuellement, puisqu'on est sur la période des 10 dernières nuits, vous avez des gens qui ont, j'allais dire, élu résidence dans la mosquée pour 10 jours pour se consacrer à l'adoration pendant ces derniers moments du mois de Ramadan. C'est une pratique musulmane, qu'on le fasse dans une mosquée, cela ne doit pouvoir poser aucun problème. Mais il y a toutes ces provocations qui font que finalement, les Palestiniens se sont mis également à réagir et malheureusement, la conséquence est là avec un décompte macabre d'un côté comme de l'autre. Vous le disiez tantôt, le nouveau gouvernement en Israël mis en place et conduit par le Premier ministre Benjamin Netanyahou est le plus à droite de l'histoire d'Israël. Mais est-ce que le retour au pouvoir du Premier ministre aussi serait aussi une cause de cette tension qui monte, qui grimpe entre les deux peuples? Mais tout à fait. Netanyahou n'a jamais été un partisan d'une solution à deux États. Oui. Il a toujours été pour un État qu'on appelle binational et il a été Premier ministre pendant très longtemps. Quand vous regardez ce qu'il a fait pendant tout le temps qu'il a été Premier ministre, les colonies dont on parle, il les a encouragées. Plusieurs colonies, il les a légalisées. Il a laissé les Israéliens porter les armes. Pendant qu'il a été Premier ministre, combien d'Israéliens ont tué des Palestiniens? On a parlé de commission d'enquête. Il n'y a absolument pas eu de suite par rapport à cela. Notre collègue journaliste, la dame qui avait été tuée, même chose. Mais celui-là, quand il est aux commandes, il est clair que d'un point de vue relation, même diplomatique, les relations sont tendues entre Israël et la Palestine. Mais c'est la même chose qu'on a également sur le terrain d'un point de vue militaire à travers des manifestations, des Palestiniens qui sont tués, des Palestiniens qui essayent de se venger par rapport à ces morts. Et vous avez un cycle qui est là, qui reprend. Malheureusement, c'est comme si nous sommes actuellement
dans un nouveau cycle. Et au lendemain de l'intervention de la police israélienne dans un mosquée à Al-Qa, le Premier ministre en difficulté sur le plan politique a fait une sortie, une déclaration où il disait, je cite, « Restaurer la sécurité dans mon pays en agissant sur tous les fronts après de nouvelles flambées de violence au Proche-Orient ». Fin de citation. À quoi s'entendre? Est-ce que le Premier ministre peut recourir à deux mesures plus fortes? En tout cas, c'est son principe. Son principe a toujours été de réagir de façon extrêmement forte à toute action des Palestiniens. Mais maintenant, le drame, c'est que c'est comme si on ne cherche jamais la cause. Si les Palestiniens réagissent aujourd'hui, c'est ce que je disais au départ, c'est parce qu'il y a l'humiliation, leurs terres sont en train d'être colonisées, mais Israël est le seul État qui est né d'un vote des Nations Unies. Il n'y en a pas d'autre. Il a fallu qu'on vote aux Nations Unies en 1949 pour faire naître un État. Israël est le seul État que l'on voit en train de croître de 1949 à aujourd'hui. Et pendant ce temps, l'espace territorial qui devait être le territoire des Palestiniens, on ne le leur reconnaît pas. Pire, ils viennent s'installer, comme pour ceux qui connaissent le fromage gruyère, ils ont transformé l'espace palestinien en fromage gruyère en grignotant cet espace. Aujourd'hui, le Palestinien qui est en Palestine, c'est-à-dire en principe chez lui, est obligé de passer par ce qu'on appelle des points de passage où il traverse une partie d'Israël dans son propre territoire parce que c'est une colonie avant d'aller sur le reste de son autre territoire. Mais ils en ont marre et ils n'ont pas tort. Parce qu'il faut dire également les choses comme elles sont. C'est des gens qui se battent pour la liberté, c'est les gens qui se battent pour avoir l'indépendance de leur territoire. Mais ça fait que finalement, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit Netanyahou ou pas, tant qu'on ne va pas dans une logique de création des deux États, puisque c'était ça la loi de partage de 1949 au niveau de 1947 au niveau des Nations Unies, tant qu'on ne retourne pas à cette création de deux États indépendants, un État palestinien, un État israélien et un État palestinien vivable, pas un État palestinien gangréné par des colonies israéliennes. Il faut débarrasser toutes les colonies, parce que c'est une façon de créer le problème. D'ailleurs, cette fois-ci, si on regarde la source de la violence, c'est au niveau des colonies. Ce n'est pas à Jérusalem qu'il y a eu des attaques, mais cette fois-ci, c'est au niveau des colonies qu'il y a eu des attaques. Mais quand vous regardez la colonie où il y a eu les attaques à l'est, au niveau de Jérusalem-Est, mais la colonie est plus proche de la Palestine, la colonie est à l'intérieur de la Palestine, la colonie est extrêmement loin de Tel Aviv, qui est la capitale d'Israël. Mais ce qui veut dire que ces Palestiniens n'en peuvent plus, alors que pendant le même temps, c'est comme si ce problème n'existait pas, puisque le monde préfère regarder ailleurs au lieu de regarder tout ce qu'il y a comme injustice contre les Palestiniens et la terre de Palestine. Le conflit israélo-palestinien ne date pas d'aujourd'hui, depuis plus d'un siècle. Pourquoi est-ce que Israël s'oppose fermement à une indépendance de la Palestine? Pour revenir sur l'histoire. En fait, Israël, vous avez plusieurs choses. Quand on dit Israël, vous avez des Israéliens organisés qui sont partisans d'une paix avec deux territoires de façon juste et de façon équitable. Ils font partie de ceux que vous voyez manifester depuis quelque temps et qui créent problème actuellement à Netanyahou, puisque Netanyahou est prêt à changer les règles du jeu pour que des gens qu'on considère comme étant inaptes à gouverner Israël puissent le faire. Tout simplement parce que Netanyahou a sa coalition, et dans sa coalition, il y a des gens qui ne peuvent normalement pas être ministres parce qu'ils ont été condamnés, et c'est les anciens voyous, puisqu'il faut dire les choses comme elles sont. Mais Netanyahou a un problème. S'il n'est pas Premier ministre, il va en prison. Les gens l'oublient. S'il n'est pas Premier ministre, il va en prison parce qu'il a plein de procès qui l'attendent et lui-même, il sait ce qui se passe. Il a été prêt à rassembler tout le monde pour être Premier ministre, avoir cette immunité pour ne pas retourner en prison. Et c'est pourquoi il laisse faire. Maintenant, ceux-là également étant des extrémistes, que ce soit de la droite ou du côté religieux, ils sont allés trop loin. Il a été obligé d'essayer de se ressaisir quand il dit, bon, on interdit aux gens d'aller, à ceux qui ne sont pas musulmans, d'aller sur l'esplanade de la mosquée. Il est en train d'essayer de se ressaisir, mais ça ne résoudra pas le problème parce qu'il y a déjà eu des morts d'un côté comme de l'autre. Il va falloir, comme d'habitude, que l'Égypte, puisque c'est le pays qui est souvent utilisé pour créer la médiation entre Palestiniens et Israéliens pour qu'on puisse trouver une trêve d'abord, mais une solution, on ne la trouve pratiquement jamais parce que la solution, elle ne peut pas être autre chose que de donner aux Palestiniens un territoire respectable, un territoire dans lequel ils sont autonomes, indépendants, sans pour autant avoir des colonies israéliennes
qui sont encore des îlots d'Israël à l'intérieur de la terre de Palestine. Israël a battu un record ces dernières années des élections législatives qui se sont tenues en seulement plusieurs mois. Mais qu'est-ce qui explique cette fragilité sur le plan politique? Il y a une difficulté actuellement depuis plusieurs années d'avoir une majorité d'un point de vue politique au niveau de l'Assemblée. Israël étant un régime parlementaire, c'est celui qui obtient la majorité au niveau de l'Assemblée qui propose le Premier ministre qui est accepté de façon automatique par le président de la République. On peut dire même que c'est lui qui nomme le Premier ministre, bien que la nomination officielle, c'est le président de la République. Mais il se trouve que plusieurs élections ont été organisées. Même quand il y a un parti qui arrive premier, le parti ne parvient pas à avoir la majorité. Ce parti est obligé de faire une coalition pour avoir une majorité. Et ces partis qui se retrouvent coalisés pour avoir la majorité n'ont pas exactement les mêmes buts, n'ont pas exactement les mêmes méthodes de travail, n'ont pas les mêmes positions par rapport à la politique étrangère, par rapport à cette question des colonies et autres. Et souvent, il suffit qu'une de ces questions surgisse et que chaque parti retourne à sa position traditionnelle. Souvent, vous avez une coalition qui se casse, mais dès qu'elle se casse, il n'est plus possible qu'on parle de Premier ministre, puisque la majorité n'existe plus, le Premier ministre est obligé de démissionner. On a vu d'autres partis qui ont réussi à être premiers, mais qui ont été incapables de mettre en place une coalition pour pouvoir mettre en place une majorité. Donc, c'est ça qui crée aujourd'hui cette instabilité qui fait qu'effectivement, depuis quelque temps, faire des élections législatives, ce n'est plus une question de mandat au niveau d'Israël. À chaque crise, pratiquement, on risque de retourner aux urnes pour chercher une majorité que les partis ont du mal à obtenir présentement. Dans ce conflit israélo-palestinien, des voisins tels que le Liban et l'Israël sont également souvent cités. Quel rôle est-ce qu'ils jouent dans la situation actuelle? Le Liban est une zone dans laquelle se trouve un très grand nombre de réfugiés palestiniens. Bon, réfugiés de Palestiniens expulsés de chez eux par les Israéliens, pour dire les choses comme elles sont. C'est pourquoi aux Nations Unies, il y avait eu la résolution 242 qui réclame le retour des Palestiniens sur leur terre. Une partie se trouve là-bas, une autre partie se trouve en Jordanie. Mais il se trouve que dans ces camps de Palestiniens, quand il se passe quelque chose dans le territoire palestinien, mais ces populations le ressentent. Elles manifestent. Et si vous voyez, cette fois-ci, parmi les tirs de missiles, d'obus, certains tirs sont partis du territoire libanais. Ça ne signifie pas que c'est le Liban en tant qu'État qui le fait, mais ce sont ces Palestiniens établis, parce que finalement ce n'est plus des réfugiés, établis au Liban, qui continuent à défendre la cause de leur propre pays, qui se mettent en solidarité avec les autres Palestiniens. On se rappelle que ça avait créé la dernière fois une guerre avec le Hezbollah. Israël a peiné, tout le monde n'en revenait pas finalement parce qu'ils n'ont pas pu résoudre ce problème. Avec la Jordanie, il y a moins de problèmes parce que la Jordanie participe un peu à la garantie de Jérusalem comme une capitale pour les trois religions, ce qui est écrit sur les papiers mais qui n'est pas la réalité dans la pratique. Il y a moins de problèmes là-bas depuis Septembre Noir. On n'a plus revu un problème très sérieux du côté de la Jordanie par rapport aux Palestiniens qui sont établis là-bas parce que chassés de leur terre par Israël. Et la Syrie également. La Syrie, c'est différent. Ce n'est pas qu'on retrouve beaucoup de Palestiniens en Syrie. La Syrie, aujourd'hui, sur le plan géopolitique, le président Assad est là parce que soutenu par la Russie, soutenu par l'Iran. Tout le monde connaît la posture de l'Iran par rapport à Israël et l'Iran est également celui qui entretient, si on peut l'appeler ainsi, le Hezbollah au niveau du Liban. Israël a des problèmes aujourd'hui avec la Syrie, plus à cause de la présence iranienne qui ont aidé le président syrien à gagner et à rester au pouvoir que pour la question palestinienne en tant que telle. Bien que sur la question palestinienne, l'Iran soutient le peuple palestinien et l'Iran est foncièrement contre même l'établissement de l'État d'Israël dans cette zone. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été accablé dans des dossiers juridiques avant son départ. Depuis son retour en fonction en tant que Premier ministre, comment est-ce qu'il se porte sur le plan international vis-à-vis des partenaires d'Israël? Lui-même, actuellement, son problème est à l'intérieur.
Sur le plan international, il a des difficultés, mais son problème, c'est à l'intérieur, puisque même bon, il a finalement accepté que le ministre de la Défense revienne. Son ministre de la Défense a fini par dire « je ne suis pas d'accord avec cette loi », puisqu'il est en train de vouloir changer un certain nombre de lois au niveau de la Constitution pour permettre à des délinquants de pouvoir devenir ministres, alors que dans la règle, on ne peut pas le faire. Une réforme qui a suscité aussi une vague de manifestations, même au-delà du pays, en dehors du pays. Tout à fait. Mais la manifestation à l'interne a été extrêmement forte. Mais dehors, même les États-Unis, traditionnellement alliés d'Israël, ont marqué quand même leur désaccord du fait qu'on est en train de vouloir changer une loi juste parce qu'il y a une coalition qu'on veut faire vivre. Il y a des membres dans une coalition qu'on veut satisfaire. Les gens ont considéré que ce n'était pas la bonne manière de faire. D'autres pays comme la France, etc., ont montré également leur désaccord. Mais généralement, quand c'est Israël, les gens ne vont jamais jusqu'à la condamnation parce que Israël est également leur élément dans cette zone du Moyen-Orient. On fait tout pour ne pas se retrouver avec Israël à dos. Mais quand on voit la réaction des États-Unis et d'un certain nombre de pays européens, ce n'est pas ces réactions qui vont amener Netanyahou à changer d'attitude. Mais il est clair qu'il a du mal à l'intérieur de son pays aujourd'hui. D'un point de vue diplomatique également, il ne donne pas aujourd'hui le bon exemple et il n'est pas la personne que les gens veulent fréquenter à cause de cette réforme qui pose sérieusement problème. Depuis le 5 avril, la tension monte en territoire palestinien. Quelle est la position de la communauté internationale vis-à-vis de... Une position qui est restée dans une hypocrisie, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont depuis le départ. Regardez ce qui se passe en Ukraine. On parle d'invasion de la Russie au niveau de l'Ukraine, mais quand vous le comparez à ce qui se passe, mais il y a une invasion israélienne au niveau de la Palestine. Pourquoi ne pas avoir la même attitude de sanction qu'on a avec la Russie, avec Israël? Regardez comment Israël dit, mais c'est ce jeune-là qui a créé un attentat, on détruit la maison de son père. Depuis quand, en droit, quand mon enfant fait un crime, je deviens moi aussi responsable du crime de mon enfant? Il y a de sérieux problèmes. Et vous regardez, quand il y a escalade, on dit à Israël d'avoir de la retenue. On ne dit pas arrêter, on dit d'avoir de la retenue. Quand les Palestiniens... C'est aussi la loi du plus fort qui... Oui, mais ça ne peut pas... la loi du plus fort ne doit jamais être acceptée par la communauté internationale. Parce que sinon, on n'a qu'à laisser la Russie avaler l'Ukraine sans pour autant discuter. Parce qu'on ne peut pas me faire croire que l'Ukraine est plus forte que la Russie. Mais c'est ça que j'appelle de l'hypocrisie, parce qu'il y a du deux poids, deux mesures. Et le pire, c'est que c'est cette communauté internationale qui a créé ce problème. Depuis 1919, en établissant les Juifs dans cet espace, en permettant à Israël d'avoir son indépendance, en soutenant Israël sur le plan militaire, sur le plan économique, etc., en acceptant qu'il puisse avoir un armement extraordinaire contrairement à ses voisins. Mais tout cela fait que finalement, la communauté internationale crée un problème et refuse de prendre ses responsabilités pour résoudre ce problème. Il y a un peu plus de 30 ans, les accords d'Oslo étaient une piste de solution au conflit israélo-palestinien. En 2023, aujourd'hui, quelles sont les possibilités qui s'offrent à venir à bout de ce conflit? Il ne faut même plus parler d'accords d'Oslo parce que les accords d'Oslo font partie de ce que j'appelle l'hypocrisie internationale. Les accords d'Oslo sont intervenus à cause de l'intifada quand les choses étaient telles qu'il fallait donner quelque chose aux Palestiniens. On leur a dit, OK, on va créer l'État palestinien. Première étape, on va créer l'autorité palestinienne. Parce que Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne, n'est pas considéré comme un président d'un État, mais d'une autorité. C'est Oslo qui a créé cette dénomination que Israël a acceptée parce qu'il fallait donner quelque chose. C'était un compromis. Pas exactement un compromis, parce que Israël n'a pas donné grand-chose. Accepter qu'il s'appelle autorité palestinienne, c'est vraiment rien donné. Ils avaient dit avec les accords d'Oslo qu'on va prendre 5 ans pour régler un certain nombre de problèmes pour que l'État palestinien soit vivable. Parmi les problèmes qu'on devait régler, il y a cette question des colonies dont je parle. Mais entre Oslo et aujourd'hui, on est passé de à peu près 100 000 colons installés sur le territoire palestinien à plus de 400 000 colons installés sur le territoire palestinien. Donc parler d'Oslo aujourd'hui, ce n'est pas Oslo qui va régler le problème. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.